Le 5 juillet dernier, un nouveau président dit réformiste, Massoud Pezeshkian, a été élu en Iran pour succéder à Ebrahim Raïssi qui est mort dans un accident d'hélicoptère il y a quelques semaines. Quelles sont les principales leçons de la présidentielle en Iran et de cette élection? Quels sont les changements attendus en Iran aussi après la victoire de ce nouveau président? Le pays sera-t-il, comme on le dit, plus ouvert envers l'Occident? Eh bien, tant de questions auxquelles on va tenter de répondre ce matin avec notre invitée Amélie Chély, je vous le disais, sociologue, spécialiste de l'Iran, chercheuse à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors oui, on a beaucoup parlé d'un président réformiste, mais est-ce la réalité quand on sait que tous les candidats à la présidentielle ont été validés finalement par le guide suprême iranien? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un président réformiste? Alors, il s'agit d'une catégorie officielle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le système de la République islamique, vous devez, pour pouvoir candidater au statut de président, réunir un certain nombre de critères. Par exemple, avoir un certain âge, ne jamais avoir eu de travail dans le fonctionnariat sous l'Ancien Régime, etc., etc. Mais surtout, vous devez en fait prêter allégeance en quelque sorte, au système de la République islamique, c'est-à-dire à l'idéologie du velayat faqih, c'est-à-dire de la tutelle du juriste théologien. En d'autres termes, reconnaître que le guide suprême est le guide suprême. À partir de ce moment-là, une fois que vous réunissez ces critères, eh bien, vous allez être étiqueté soit conservateur, c'est-à-dire que vous êtes pour une lecture idéologique qui est rigoriste, soit modéré, c'est-à-dire que vous êtes pour une lecture idéologique qui laisse un petit peu de place à l'interprétation. Et enfin, réformiste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas contre la possibilité de revoir, réfléchir, modifier légèrement des choses qui appartiennent à cette idéologie, mais que vous reconnaissez dans son ensemble néanmoins. Donc, évidemment, quand vous êtes face à un candidat réformiste, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vienne détricoter l'essence même de la République islamique. C'est juste quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir dans l'idée de modifier certains points. En tout cas, aucun candidat ne plaisait visiblement aux Iraniens puisqu'il y a eu un taux d'abstention, encore une fois, record, je crois, en Iran. Certains ont même pris des risques en filmant des bureaux de vote complètement vides. Aucun candidat ne correspondait aux attentes des Iraniens. Oui, tout simplement parce que la population sait bien que ce n'est pas par les urnes que leur condition changera véritablement, du fait de ce que nous venons d'exposer déjà pour commencer, et puis aussi parce qu'historiquement, la République islamique ne fait pas pour la première fois face à un candidat réformateur ou modéré. Il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, ce qui n'a pas voulu dire que la condition a véritablement changé, voire même pour certaines personnes, le fait de mettre un modéré ou un réformateur au pouvoir est un moyen de pérenniser, parce que ça permet de souffler un petit peu, étant donné qu'on est dans des réglementations un petit peu moins serrées que quand on a un conservateur au pouvoir. Donc ça permettrait de pérenniser finalement la République islamique. La journaliste Abnous Chalmani a commenté cette élection sur LCI ce week-end en disant que le guide suprême Khamenei a réussi son coup. Ce monsieur, je cite, va juste permettre aux Occidentaux, donc en parlant de ce nouveau président, de pouvoir serrer la main de la monarchie sans trop avoir l'impression de se salir les mains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors, on a déjà eu, comme on l'a dit, des réformateurs et des modérés au pouvoir et qui ont pu, par exemple, faire en sorte que l'Iran parle un langage diplomatique qui a trouvé son point d'orgue dans les accords sur le nucléaire. Bon, là, entre-temps, on a eu une petite présidence de feu Ebrahim Raïssi qui avait un petit peu laissé en suspens des choses, mais pas exclusivement parce que c'était un conservateur qui était au pouvoir, mais c'est parce que ça venait suivre finalement un retrait unilatéral des États-Unis. Donc on est dans une volonté de voir se concrétiser des accords avec les pays occidentaux qui a été sévèrement ralenti par ces choses-là. Là, c'est peut-être la volonté, parce que rien ne se fait sans l'aval du guide en Iran. Le chef d'État, c'est le guide. Donc c'est peut-être une démonstration ici de vouloir finalement réœuvrer dans le sens d'une sortie de la suffocation économique en revenant à une sorte de continuité de la politique présidentielle d'avant Ebrahim Raïssi, c'est-à-dire celle qui avait pour but de mettre en place des accords qui, conséquemment, avaient pour perspective la levée de sanctions progressives. Alors Massoud Pezeshkian, contrairement, malgré le fait qu'il soit décrit comme un réformateur, est un membre actif des gardiens de la Révolution. Le premier message du nouveau président de la République islamique a été justement
justement destiné à Nasrallah, le chef de l'organisation terroriste du Hezbollah, pour lui assurer l'aide continue du régime à l'axe de la résistance, je cite, contre l'entité sioniste criminelle. C'est une stratégie aussi de la part de la République islamique de parler en ces termes de l'État d'Israël, une stratégie de communication peut-être? Alors, c'est une stratégie de communication si on part du principe qu'il y a eu un certain nombre de régularisations des relations avec Israël de la part de pays arabes et que finalement, c'est tout bénef, entre guillemets, pour l'Iran d'investir finalement l'ultime bastion de l'antisionisme. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de la stratégie, ça reste une vitrine identitaire fondamentale puisque la République islamique s'est construite sur une négation de l'État d'Israël. Donc, même si vous avez le plus réformateur de tous les réformateurs qui arrivent au pouvoir, il est inenvisageable que ce puisse être quelqu'un qui tienne un discours différent à cet égard. Ça, c'est un premier point qui, à mon sens, est inamovible. L'autre point important, c'était qu'avant même le premier tour de cette dernière élection présidentielle, le guide suprême, Ali Khamenei, avait pris la parole pour bien dire et répéter que qui que soit la personne pour laquelle le peuple allait voter, la politique régionale milicienne de l'Iran n'allait pas bouger. D'autres choses pouvaient éventuellement bouger, mais pas celle-là. Donc ça, c'était quelque chose qui était finalement inscrit dans le marbre avant même changement que ce soit. Effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, les Iraniens savent que le changement ne viendra pas dans les urnes. Ça signifie que les Iraniens attendent une vraie révolution pour faire tomber ce régime de la République islamique. Alors, une écrasante majorité de la population est contre ce régime, ça c'est une évidence, mais il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire de la République islamique de renversement. Il y a des vagues de manifestations qui sont très régulières, alors elles n'ont pas toutes pour objectif un renversement plein et entier, un regime change comme on dit dans le jargon, mais il y en a eu, on pense par exemple à 2009, les élections qui ont réaccouché finalement de la présidence Mahmoud Ahmadinejad et qui ensuite conséquemment ont accouché d'un mouvement vert qui était une sorte de grande revendication politique contre finalement tout le système. Donc il y en a eu à plusieurs reprises et à côté de ça vous avez aussi une très faible partie de la population, enfin, si vous voulez dans le spectre, si on vient simplifier, vous avez une très très faible partie de la population qui soutient mordicus le régime, une très très faible partie de la population qui est pour une intervention, donc à l'autre bout du spectre, une intervention étrangère pour renverser le régime, et au milieu vous avez une écrasante majorité qui est contre ce régime et vous trouvez tout un panel qui va de une volonté de changement progressif pour une révolution à la chinoise, un petit peu si vous voulez. Et puis, à l'intérieur, vous avez aussi des personnes qui sont pour une révolution intérieure, sans aide extérieure, pour renverser le régime. Alors, aux États-Unis, par ailleurs, dans l'actualité, Amélie, la Maison-Blanche a mis en garde hier l'Iran contre toute ingérence dans les manifestations anti-israéliennes. Selon un haut responsable du renseignement américain, l'Iran tente d'attiser la discorde dans la société américaine via ces manifestations, qui a aussi été, on l'a vu, le théâtre ces derniers mois de violents actes antisémites. Qu'attend l'Iran concrètement ? Qu'attend l'Iran concrètement de cette annonce ? Qu'attend l'Iran en participant à ces manifestations ? Quel est l'objectif derrière justement tout ça ? Alors, il faut rappeler peut-être que l'Iran appelle l'axe de la résistance, c'est ce qu'on appelle l'axe de la Murawama. Quand vous avez un membre de la classe politique qui prend la parole sur des questions de politique étrangère, assez régulièrement, vous voyez une myriade de drapeaux derrière lui, avec finalement toutes les milices. Et dans cette myriade, vous avez un drapeau qui est un petit peu exceptionnel par rapport aux autres parce qu'il n'appartient pas à une milice chiite à proprement parler, c'est le Hamas. Donc l'Iran est historiquement un allié du Hamas. Donc en toute cohérence, dès lors qu'il y a les pleins phares qui sont mis sur le Hamas, comme c'est le cas actuellement, l'Iran ne peut pas faire autre chose que défendre finalement ce groupe-là qu'ils défendent d'un idéologique d'une part, mais aussi, enfin, pas entièrement, parce que c'est quand même un mouvement qui est rattaché aux frères musulmans, mais aussi, bien évidemment, financièrement. Et oui, le régime qui finance, notamment, c'est vrai, tous ces manifestants. Alors, il y a aussi cette information, l'Allemagne qui a déposé lundi une proposition de classement du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes de l'Union européenne. Une proposition qui réclame également à l'UE de sanctionner plus durement le régime et de fermer tous les lieux servant de base, justement, au Conseil de la Révolution. Est-ce que d'autres pays, selon vous, vont suivre cette voie ?
Alors, c'est pas une grande nouveauté. Donc, les États-Unis ont commencé avec cette volonté de mettre les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, ce qui est une grande première étant donné que ça reste une armée du pays. C'est-à-dire que l'Iran, c'est l'un des seuls pays au monde, si ce n'est le seul pays au monde, qui a deux armées parallèles qui sont très compétentes dans tous les domaines, tant l'une que l'autre. L'une a pris un petit peu plus d'indépendance, c'est l'armée idéologique, donc c'est les gardiens de la Révolution. Et c'est pas la première fois que l'Union européenne a cette proposition sous la main. Donc je ne sais pas quels sont les autres pays qui vont suivre, étant donné que ça reste très compliqué, étant donné que c'est une entité étatique qui est rattachée à l'État. Eh bien, merci beaucoup Amélie Chély pour ces précisions ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles mises au point sur ce qui se passe justement sur cette scène diplomatique et concernant l'Iran. Merci et à très bientôt.